bienvenue chez les jeudis de IK News. Comme nous avons l'habitude de le rappeler, cette émission tente de réfléchir sur la problématique de la citoyenneté, donc de répondre à la question comment façonner un bon citoyen. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une question d'actualité. Il s'agit du Club de Paris parce que le financement qui a été débloqué ou bien qui sera débloqué parce que ce ne sont que des promesses et ces financements-là, normalement, doivent répondre aux aspirations des citoyens. Donc, il faut rappeler que Macky Sall et son équipe sont venus ici à Paris le 17 et le 18 pour demander un autre financement après la première phase du PSE, Plan Sénégal émergent. Et là, ils ont demandé, ils viennent chercher 2850 milliards de francs CFA. Alors là, ils sont partis avec une promesse de plus de 7000 milliards de francs CFA, soit le triple de ce qu'ils ont demandé. Et la question que je me pose, c'est que ce financement-là, surtout la première phase de financement du PSE, qui nous avait coûté plus de 3000 milliards, ces financements, est-ce que ces financements-là ont impacté sur les conditions de vie des pauvres citoyens? Alors, et là, pour répondre à cette question, vous allez me dire assurément que ces financements n'ont pas profité à la population. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on peut appeler une logique d'assassinat dans ce système de financement. Et vous allez comprendre, je pèse bien mes mots, donc une logique d'assassinat. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des assassins financiers. Et vous allez comprendre ça avec le témoignage qui a été fait par John Perkins. Je vais restituer intégralement sa pensée par rapport à ce témoignage-là, qui on ne peut plus édifiant avec ce témoignage. John Perkins, il faut le rappeler, se définit lui-même comme un ancien assassin financier et reconnaît l'existence de cette fonction qui est légitimée par les grands argentiers. Alors, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les Confessions d'un assassin financier, édition Alter 2005. Alors l'auteur affirme l'existence dans la finance mondiale, cette surprenante fonction d'assassin financier qu'il a lui-même exercée pendant plusieurs années dans sa carrière professionnelle au profit des États-Unis. Alors il dit, je vais restituer sa pensée, la citation de l'auteur. Il dit « Notre métier s'apparente à celui d'un tueur de la mafia, car le principe d'un prêté pour un rendu, la mafia et les gangsters l'appliquent depuis des siècles. Nous agissons à très grande échelle avec des gouvernements, des pays, et nous sommes plus professionnels. Nous opérons de différentes manières. Le plus souvent, l'assassin financier repère un pays qui possède des ressources que veulent nos entreprises et nous lui préparons un énorme prêt auprès de la Banque mondiale ou d'une organisation sœur. Mais l'argent ne part jamais vers ce pays. Il revient à nos propres sociétés qui lancent des projets d'infrastructure dans le pays. Cela profite à quelques gens très riches vivant dans le pays ainsi qu'à nos sociétés, mais ne favorise pas la majorité des habitants trop pauvres. Or, c'est eux qui héritent des dettes colossales, si élevées qu'ils ne peuvent les rembourser. Tant qu'ils s'échinent à rembourser, ils ne peuvent s'offrir un bon système médical ou éducatif. Et les assassins économiques leur disent « Vous nous devez beaucoup d'argent, vous ne pouvez payer vos dettes, donnez-nous une livre de votre chair, vendez-nous votre pétrole au rabais, soutenez-nous lors du prochain vote crucial à l'ONU ou envoyez vos troupes en renfort en Irak par exemple. C'est ainsi que nous avons réussi à créer cet empire, car le fait est que nous faisons les lois. Nous contrôlons la Banque mondiale, nous contrôlons les FMI, nous contrôlons les Nations Unies
Et ce que font les assassins économiques n'est pas illégal. Pousser des pays à s'endetter et leur exiger ensuite des faveurs, ça devrait être illégal, ça ne l'est pas. Donc vous voyez, donc là, John Perkins définit ces assassins financiers-là comme des véritables gangsters. Parce que la question qu'on s'est posée tout à l'heure, la première phase de financement a-t-elle servi à atténuer les chocs sociaux des populations? Mais non. Donc le financement de plus de 3 000 milliards de la première phase du PSE a-t-il impacté sur la santé des populations? Ce financement a-t-il servi à rénover les hôpitaux? Donc vous me direz non. Donc vous voyez très bien que même les responsables de ce gouvernement-là, quand ils veulent se faire soigner, ils vont venir se faire soigner ici en Occident. Ils délaissent l'état de délabrement des structures de santé de nos hôpitaux et qui sont considérés actuellement comme un mouroir. Et ces gens vont venir se soigner ici avec leurs familles tranquillement. Et ils ne savent même pas que parfois ça comporte des risques parce qu'il y a certaines maladies. On ne peut pas faire un transfert parce que tout simplement avec ces maladies il y a un risque énorme. C'est le cas de Eyadema. Vous le savez très bien, Eyadema, l'ancien président du Togo, qui a fait à peu près 30 ans de pouvoir, qui est décédé dans son avion parce qu'il avait un problème de cardiaque et qu'il a voulu faire un transfert pour venir se faire soigner ici. Mais voilà, c'était un risque. Alors, la question qu'on se pose, durant toutes ces années de pouvoir, est-ce qu'il a pu mettre en place des structures de santé aptes et des médecins qualifiés pour pouvoir, disons, se préoccuper des problèmes de maladies cardiovasculaires, des problèmes de thrombose veineuse profonde? Mais voilà, donc ce qui fait que c'était un risque. Et voilà, il est décédé dans son avion. Donc c'est pareil aussi donc, au niveau du Sénégal. Donc je pense que les autorités doivent repenser effectivement ce qui se passe au niveau de la santé. Et ce même financement aussi a-t-il impacté sur notre système éducatif qui actuellement est complètement par terre avec des abris provisoires. Et ce système de financement aussi a-t-il impacté sur les politiques d'emploi? Donc actuellement, il y a un chômage accru. Donc vous le savez bel et bien. Et moi, je me demande, bon, je vais vous donner une idée de ce que c'est que ce financement. Donc, pour effectivement rejoindre John Perkins dans sa logique, supposons, je vous donne un exemple. Vous vivez chez vous, vous avez dans votre maison et tout, et dans votre maison, donc voilà, vous avez des résidents, quelqu'un qui va se porter volontaire pour dire, voilà, maintenant, je vais prendre en charge votre nourriture, vos conditions de vie, voilà, donc voilà, je vais emprunter de l'argent pour tout faire pour essayer d'améliorer vos conditions de vie. Alors, il va emprunter, par exemple, des millions ou bien 1 milliard de francs CFA. Bon, vous le voyez, dépenser cet argent de gauche à droite, de voyager, de faire des voyages de noces, de construire des immeubles pour lui-même et pas pour vous. Alors, et une fois que tout cet argent a été dépensé, il revient vers vous, vous dire, voilà, j'ai dépensé tout cet argent, donc c'est à vous de payer la dette. Alors que vous êtes là à vous gaver de fondé, disons, de bouillie, de mil, de zombie, de la malbouffe, bref, voilà. Alors, vous allez vous rester les bras croisés ou bien vous allez vous indigner. Donc, mais il faut vous indigner. Donc, je pense que c'est pareil, c'est la même chose que ce qui est en train de se dérouler. Donc, le premier plan de financement n'a pas profité aux populations, n'a pas impacté sur leurs conditions de vie. Donc, et les Sénégalais sont là, on va encore vous ramener encore beaucoup de milliards et qui vont peut-être passer sous le nez des populations. Donc, c'est pareil. Alors, je me
pose parfois la question, on est dans un Sénégal où, je me pose la question, où on est tout le temps resté inerte par rapport à cette situation d'injustice. Il faut penser à recouvrer nos souverainetés politiques, juridiques, économiques. Si on pouvait effectivement décrire cette société comme étant un corps social, le terme corps social, comme le disait Herbert Spencer, qui considérait la société comme un corps social, j'aurais dit peut-être que ce corps social a été tellement anesthésié qu'on est actuellement un peu allergique aux manifestations. On a dans une incapacité totale de s'indigner. Alors que, puis on prend l'exemple, par exemple, du Ghana, le président du Ghana qui dit niet à ce système de financement-là et qui, en contrepartie même, exige aux investisseurs étrangers d'ouvrir à 30% leur capital aux entreprises locales. Et actuellement, nous, au Sénégal, comparé à notre président qui dit, voilà, son discours c'est, les investisseurs, il faut leur ouvrir le pays, il faut leur, comment dirais-je, l'Afrique est un pays où il y a la misère, la faim, il y a les guerres, voilà, les investisseurs, il faut vraiment les accueillir à bras ouverts. Mais c'est quoi ce discours? Voilà deux visions qui sont complètement différentes. Un président qui sait assumer le destin de son pays et un autre qui, effectivement, va se rabattre sur les investisseurs, aucune notion de patriotisme et aucune notion de souveraineté. Et donc voilà, on est effectivement en face de cette situation. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est ce que nous voulons partager avec vous par rapport à cette, disons, à cette notion de au Club de Paris, ce financement. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour une autre émission sur les jeudis de IK News. Je vous remercie. Merci beaucoup.